Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Emmanuel Macron entamera demain sa 4e visite d'État en Chine depuis 2017. Les relations sino-européennes traversent une zone de forte turbulence entre tensions commerciales, dérisquage économique, dépendance stratégique et rapprochement sino-russe. Paris cherche à la fois à défendre ses intérêts industriels et à sonder la capacité de Pékin à peser sur le conflit en Ukraine. De quelle marge de négociation la France dispose-t-elle face à une Chine toujours plus affirmée? Bonjour Alice Ekman. Bonjour. Vous êtes directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne, spécialiste de la Chine. On vous doit notamment Dernier vol pour Pékin, qui est aujourd'hui en poche chez Champ Flammarion. Alors tout d'abord, que cherche précisément Emmanuel Macron dans cette visite en Chine? Quel est l'objet et l'ordre du jour? Alors, deux points principaux, même si Alice n'est pas exclusive, c'est tout d'abord les tensions commerciales. Comment essayer de défendre la compétitivité européenne dans un contexte très tendu, dû aux tensions commerciales sino-américaines, mais aussi dû à la très forte compétitivité et même à la subvention et au bas prix d'une grande partie des produits chinois qui inondent le marché européen. On pense à l'acier, on pense aux petits colis, aux véhicules électriques, mais aussi à la surdépendance de l'Union européenne aux terres rares. Donc ça fait beaucoup et la liste risque de s'allonger dans les prochains mois et les prochaines années. C'est un enjeu qui n'est pas nouveau, qui était déjà à l'ordre du jour de la dernière visite d'Emmanuel Macron en Chine, mais les tensions se sont accélérées dans un contexte bien sûr de droits de douane depuis Trump 2, mais aussi dans un contexte réellement de production chinoise à bas coût. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a la sous-évaluation du yuan, il y a toujours le coût de la main-d'œuvre chinoise qui reste comparativement plus avantageuse en Chine. Les subventions d'État et l'économie d'échelle, tout ça fait que l'Europe fait face à une baisse de compétitivité relative par rapport à la Chine au niveau mondial. Et c'est à l'ordre du jour. Le deuxième point, c'est bien sûr la guerre en Ukraine et toujours le rapprochement Chine-Russie que vous avez évoqué, mais qui structure aujourd'hui, on va dire on peut dire le monde, mais surtout va peser sur les négociations en cours et peser d'une certaine manière. C'est-à-dire que la Russie reste soutenue par la Chine dans sa position, même si elle essaye de maintenir une forme d'ambiguïté vis-à-vis des partenaires européens qui ne sont plus dupes. Bon, alors, on va reprendre ces deux points, Alice Ekman. Sur le premier point, autrement dit, pour le dire en un mot, le déséquilibre des échanges entre la Chine et le monde, puisque en vérité, il n'y a pas que la France qui est dans ce cas-là. Comment faire pour les rééquilibrer, sachant de toute façon que on a une Chine qui s'est structurée pour devenir l'atelier du monde, qui est un gouvernement d'ingénieurs, comme le disent certains. Volkswagen a par exemple expliqué que fabriquer une voiture en Chine lui coûterait 2 fois moins cher. Comment peut-on lutter contre cela? Par plusieurs biais. D'abord, il y a les droits de douane qui commencent à être imposés. Par exemple, c'est le cas pour les véhicules électriques chinoises, pour certaines marques. Ensuite, c'est la stratégie de diversification des approvisionnements dans les terres rares, par exemple. C'est-à-dire comment être moins dépendant de la Chine aujourd'hui, alors qu'elle est responsable de plus de 90% de la production des terres rares mondiales. Mais cette diversification va prendre du temps. Et donc, les enjeux, les problèmes sont immédiats, accélérés dans un contexte de tension commerciale sino-américaine et en même temps, le dérisking, le découplage dont on parlait en introduction, c'est des processus qui peuvent mettre 5, 10 ans. Donc, qui va y arriver le plus vite? Parce que la Chine dérisque aussi. C'est-à-dire que la Chine a bien compris qu'elle fait face maintenant à une prise de conscience, bien sûr, au niveau de Washington, mais aussi que le dérisquage au niveau européen est en marche. Et donc, elle appelle à une alliance des terres rares avec les pays du Sud. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est aussi coalition contre coalition, c'est-à-dire qu'un nombre croissant de pays occidentaux, malgré les tensions transatlantiques, prennent des mesures pour limiter leur dépendance au marché chinois et notamment aux matériaux critiques. Et à l'inverse, la Chine fait tout pour développer un réseau de partenariats qui lui permet de rebondir face à ces nouvelles barrières douanières et ces stratégies de diversification. Donc, ce qui est intéressant aujourd'hui d'analyser, c'est qu'on voit souvent la relation Chine-États-Unis comme une rivalité entre
entre deux puissances. Mais aujourd'hui, d'un point de vue chinois, c'est une rivalité entre groupes de pays. Et des coalitions se forment, à la fois bien sûr aux Nations Unies, dans les enceintes multilatérales, ce n'est pas nouveau, mais aussi des coalitions commerciales qui vont peser de plus en plus. Et aussi des coalitions dans le domaine technologique, avec la Chine qui cherche à limiter sa dépendance aux marchés occidentaux et à augmenter sa présence et ses relations commerciales avec les pays qu'elle considère comme amis. Et la liste s'allonge. Mais alors, justement, parce que l'autre point, Alice Ekman, que vous avez soulevé, donc la question d'une alliance entre la Russie et la Chine, une alliance objective ou alors une alliance explicite, quel est l'intérêt de la Chine de se lancer dans cette aventure-là? Parce que au début, la Chine était assez circonspecte face à la manière dont Moscou menait la guerre en Ukraine. Ça a changé? Tout est une question de proportion. C'est-à-dire la rivalité sino-américaine est telle que la Chine considère que la Russie est un partenaire, pas un allié, mais un partenaire utile et intéressant pour faire front commun contre l'Occident. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de point de tension entre la Chine et la Russie, mais c'est-à-dire que proportionnellement, ils sont inférieurs au point de tension entre les États-Unis et la Chine, et les deux pays ont intérêt, Moscou et Pékin ont intérêt à se rapprocher. Donc il n'y a pas de traité d'alliance, hein. C'est-à-dire que la Chine ne cherche pas à avoir l'engagement de la Russie pour être à ses côtés, par exemple sur la question taïwanaise, même s'il y a un alignement des positions et que la Russie est assez claire sur son soutien à la Chine dans ce domaine. Mais très clairement, la Chine voit encore une fois sa rivalité avec les États-Unis sur le long terme, et elle peut être gagnée, selon elle, seulement si elle est soutenue. Et être soutenue par une puissance nucléaire, qui reste la Russie, un pays qui est au Conseil permanent de sécurité des Nations Unies, membre permanent, un pays qui reste une puissance militaire avec qui elle peut conduire des exercices militaires conjoints, ce qui est le cas, un pays qui est une puissance énergétique, puisque la Chine importe de plus en plus d'hydrocarbures russes et les négocie de manière très avantageuse, notamment Force de Sibérie 2, dont les négociations ont eu lieu récemment. Tout ça pour vous dire que, bien sûr que la Russie a des faiblesses, et bien sûr que le rapprochement Chine-Russie coûte à la Chine en termes d'image, tout d'abord, vis-à-vis des pays européens. Beaucoup de pays européens, États baltes, Europe centrale et orientale, se sont détournés de la Chine au regard de son rapprochement avec la Russie depuis le début de la guerre en Ukraine. Et puis, de manière générale, la Chine aurait eu intérêt à ménager sa relation avec l'Union européenne compte tenu de la taille du marché, comparativement au marché russe, qui n'est que la 11e puissance économique mondiale. Mais tout cela nous rappelle que le rapprochement Chine-Russie est motivé par les intérêts géostratégiques et politiques. Au final, pour répondre à votre question, pourquoi la Chine a intérêt à se rapprocher de la Russie? Elle veut une Russie stable, avec Vladimir Poutine en place, c'est parce qu'elle considère que une déstabilisation du régime russe pourrait amener une déstabilisation de la Chine, et donc il faut quand même une forme de soutien, de solidarité politique entre États qu'on peut qualifier ici d'autoritaires. Et alors, justement, là aussi, l'autre question qui se pose, c'est l'attitude de la Chine vis-à-vis de Taïwan, parce qu'on peut imaginer que le fait de constituer un bloc stratégique avec Moscou ne soit pas dénué d'arrière-pensée vis-à-vis de l'avenir de l'île. Non, tout à fait. La déclaration commune conjointe du 4 février 2022, 2 semaines avant l'invasion russe de l'Ukraine, rappelait que les deux pays soutiennent leurs intérêts de sécurité respectifs et reconnaissent ces intérêts. Cela veut dire, et la Russie l'a détaillé plus spécifiquement lors de visites bilatérales ultérieures, que la Russie soutient la position de la Chine sur Taïwan. Ce n'est pas rien. De manière générale, toujours dans cette dynamique de coalition, la Chine cherche à recevoir le soutien d'un nombre croissant de pays. Près de 70 pays au monde ont repris les éléments de langage chinois sur Taïwan. Donc ça finit par compter. Ce rapport de force ne doit pas... l'évolution du rapport de force ne doit pas être sous-estimée, parce qu'on peut dire, oui, Chine-Russie, il y a des limites au rapprochement. Mais si ce rapprochement se consolide et si la Chine arrive à fédérer un nombre croissant de pays autour de ses positions, oui, le rapport de force va évoluer en contexte de tension transatlantique. C'est-à-dire que ce rapprochement Chine-Russie, la dynamique de coalition chinoise, est plus sérieuse
et potentiellement plus structurante sur les rapports de force entre l'Occident et des pays qui se considèrent comme ouvertement anti-occidentaux. Et cette structuration est déjà visible dans les enceintes multilatérales, mais elle est visible sur toutes les crises du monde, parce que l'on voit que qu'il s'agisse de l'Ukraine, mais aussi des tensions au Moyen-Orient, les pays se positionnent, et c'est souvent des positionnements similaires avec des pays qui se retrouvent dans le même pôle. Alors, c'est pas des blocs ou des camps, mais c'est un groupement de pays avec des positions convergentes qui se soutiennent de plus en plus et qui est menée par la Chine. On parle souvent de diplomatie du panda. On peut voir d'ailleurs des pandas dans un zoo français, le zoo de Beauval. Alice Ekman, qu'est-ce que ça signifie cette diplomatie du panda et quel avenir pour celle-ci? Ça a toujours été des éléments symboliques, ça fait des belles images, ça s'inscrit dans la continuité Les des pandas ont échanges et des toujours l'air prêts. d'être un peu déprimés à manger du bambou. Ah, ça, c'est votre vision, Guillaume. Moi, je les trouve magnifiques et ma fille J'ai- aussi. Ils peuvent être magnifiques et un peu tristes, vous savez. Non, enfin bon, les pandas chinois dans le Sichuan sont très heureux. Maintenant, il y a des réserves naturelles plus grandes et il y a des pandas blancs et noirs, mais aussi des pandas marrons. Mais bientôt, ça sera un échange où on prête de pandas noirs et blancs. Et alors, comment ceci va se poursuivre? Il y a donc un déplacement prévu à Chengdu au sujet de la diplomatie du panda, où Emmanuel Macron va probablement rencontrer un couple de ces bestioles. Oui, bon, voilà, pour aller au-delà du commentaire, bien sûr qu'il y a la partie dure qui va avoir lieu à Pékin tout de suite. Tensions commerciales, guerre en Ukraine, ça va être le cœur de la visite. Et ensuite à Chengdu, dans le Sichuan, ce sera pour célébrer l'amitié entre les deux pays. À cette occasion, la Chine rappellera que la France a été un des premiers pays à reconnaître la République populaire de Chine en 64, et surtout va essayer de jouer sur le concept d'autonomie stratégique et d'essayer finalement de renforcer les liens avec la France, toujours dans un contexte de tension transatlantique. Donc il faut être, on va dire, lucide dans la lecture et toujours se rappeler que cette diplomatie panda est symbolique. Merci beaucoup. Alice Ekman, je rappelle que vous êtes directrice de la recherche de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. On vous doit Dernier vol pour Pékin. C'est un livre qui existe aujourd'hui en poche en champ Flammarion.